Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal en langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidandi. Tout de suite, les titres de ce journal. Publication du rapport mondial sur les inégalités 2022. Ce rapport montre que l'inégalité entre les riches et les pauvres dans le monde est à un niveau extrême, avec 10% de la population mondiale qui possède 76% de toute la richesse mondiale. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous et excellent début de semaine. Le rapport mondial sur les inégalités 2022 montre que l'inégalité entre les riches et les pauvres dans le monde est à un niveau extrême. Certains des exemples de ces rapports démontrent que 10% de la population mondiale possède 76% de toute la richesse mondiale et il possède également 52% de toutes les liquidités en termes monétaires planétaires. Ces rapports mentionnent aussi que les revenus des pauvres, qui représentent 50% de la population mondiale, ne représentent que 2% de la richesse mondiale. Cette inégalité est évoquée à un moment où l'économie des pays basés sur leur production mondiale ne cesse de croître. Pour Maxwell Gomera, représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement au Rwanda PNUD, le principal problème est l'égoïsme excessif de certains, y compris des pays riches. D'autre part, le Rwanda est un exemple de possibilités où la croissance du produit intérieur brut du pays peut conduire au développement, au bien-être des pauvres à travers les différents programmes initiés par le gouvernement pour lutter contre la pauvreté tels que Giringa. Des experts en économie et développement issus d'universités, institutions et organisations internationales qui travaillent principalement en Afrique sont à Kigali à partir de ce lundi, où ils vont examiner ensemble comment les indicateurs de développement économique atteindraient les pauvres en tenant compte de leur qualité de vie par rapport à la production mondiale. Et puis, signalons qu'après l'ouverture officielle du parc écologique de Nyandungu en juillet dernier, la structure par le biais de la mairie de la ville de Kigali a fixé le prix pour les visites, aussi bien pour les nationaux que donc pour les étrangers. Un Rwandais sur place paiera 1500 francs rwandais et les étrangers paieront donc 3500 francs rwandais. Le parc est le premier de la ville de Kigali alors que les autres sont situés loin de la capitale. Cette structure aidera les citadins qui le souhaitent de visiter les attractions à proximité. Ces sites hébergent 102 espèces d'oiseaux sur une superficie de 21 hectares. Les travaux de transformation de ces sites ont coûté 4,5 milliards de francs rwandais. Certains citoyens dont les biens ont été vendus aux enchères souhaitent que la procédure adoptée soit améliorée et que les institutions financières puissent négocier avec eux pour qu'ils puissent continuer à exploiter leurs biens hypothéqués jusqu'à ce que le paiement soit effectué au lieu de se recouvrir urgemment aux enchères. Suivons l'explication avec Kassim Issouf. Plus la technologie progresse, plus toutes les institutions l'utilisent. Actuellement, la vente aux enchères s'effectue à l'aide de la technologie. Awanabakize Javan habite dans le district de Gasabo. Il a contracté un prêt d'un montant de 10 millions de francs rwandais auprès de l'une des institutions bancaires du pays. Il a commencé à s'acquitter de sa dette, mais son commerce a été affecté par la pandémie de Covid-19 et pendant 3 mois, il n'a pas remboursé la banque. Alors qu'il lui restait de payer 6 millions de francs rwandais, la banque a décidé de vendre aux enchères son patrimoine de 27 millions, mais personne de ceux qui visitaient le site internet des enchères ne proposait plus de 11 millions de francs rwandais. Comme quelqu'un qui est propriétaire des bâtiments commerciaux, au lieu de vendre sa propriété aux enchères, je pense qu'il serait préférable que la banque l'approche et que l'on parvienne à un accord sur ce qui doit être fait
comme peut-être enregistrer ces maisons à la banque parce que la plupart de ces bâtiments commerciaux sont en location et que les locataires paient directement la banque au lieu de donner l'argent aux propriétaires. Certains huissiers professionnels disent que la technologie en matière de vente aux enchères a réduit le nombre de soi-disant commissionnaires et trouvent que la vente aux enchères ne devrait pas être urgente pour exiger le remboursement du prêt contracté, mais que s'il s'avère nécessaire, on peut modifier l'accord convenu par les deux parties. Avant, lorsque les propriétés devaient être mises aux enchères, il y avait des courtiers qui dévaluaient toujours la propriété des personnes et vous pouvez constater qu'ils veulent la vendre à un autre résident, mais à un prix moins cher. Lorsque le service de l'Ombudsman a présenté son rapport d'activité 2021-2022 aux membres de la commission politique, de l'égalité et de la complémentarité entre les femmes et les hommes dans le développement du pays, il a été démontré que même si la vente aux enchères s'effectue à l'aide de la technologie, l'on observe tout de même la dévalorisation des biens des citoyens et que la vente aux enchères est la solution urgente pour résoudre le problème. Par exemple, un immeuble d'une valeur de 100 millions peut être vendu pour 10 millions, ce qui entraîne des pertes car la propriété a été dévaluée et la banque n'obtient pas non plus le prêt accordé à la personne en question. La solution proposée est d'en discuter et de trouver un moyen de ne pas dévaloriser le bien. Il y a différentes manières par lesquelles la banque peut prendre le bien et en profiter. Par exemple, s'il s'agit d'un hôtel, elle peut en bénéficier ou si c'est une maison à louer, il peut la louer et prendre l'argent du loyer jusqu'à ce que le paiement soit complet. Mais ce n'est pas le cas car les gens se précipitent toujours aux enchères. Vous pouvez accepter de donner votre maison à la banque pendant environ 10 ans et lorsque leur dette est complètement remboursée, ils peuvent vous rendre votre propriété. En 2020, le Rwanda a commencé à se servir de la technologie pour effectuer les ventes aux enchères. La Société rwandaise des transports aériens Rwandair va organiser un tournoi de football dénommé Tournoi de Football Fly Rwandair qui va se disputer pendant 2 jours. Le responsable des sports chez Rwandair, Geoffrey Karuhanga, explique que ce tournoi est organisé afin de promouvoir davantage les relations avec les entreprises avec lesquelles ils sont en partenariat, mais aussi un moyen de promouvoir également leurs services, suivant les explications avec Kassim Youssouf. Ce tournoi aura lieu les 26 et 27 novembre et réunira 6 équipes, dont 4 du Rwanda, à savoir Rwandair FC, RBA FC, RBC FC et BKFC, et 2 autres du Nigeria, Shell FC et NFE FC. L'entraîneur de BKFC, Bizimungu Emmanuel, indique que cette compétition aide les employés à faire du sport et également les entreprises à faire connaître leurs services. Tout d'abord, Rwandair est un partenaire commercial de la Banque de Kigali. Deuxièmement, le tournoi contribue à promouvoir votre entreprise. Comme nous sommes partenaires de ce tournoi et que Rwandair est également notre partenaire commercial, c'est donc le bon moment pour se présenter en tant que partenaire commercial. Le responsable des sports chez Rwandair, Geoffrey Karuhanga, explique que ce tournoi a été organisé afin de promouvoir davantage les relations avec les entreprises avec lesquelles ils sont en partenariat, mais aussi un moyen de promouvoir leurs services. Ce tournoi est pour les employés et puis c'est un bon moyen de promouvoir nos entreprises à travers des activités sportives et aussi pour que les employés puissent bénéficier d'une excellente santé, comme je l'ai dit précédemment. La formation qui va remporter ce tournoi sera récompensée d'un trophée et de médailles d'or. La deuxième, la médaille d'argent et la troisième, la médaille de bronze.
D'autres récompenses seront attribuées aux meilleurs joueurs du tournoi, aux meilleurs buteurs et aux meilleurs gardiens. Le sommet de la francophonie s'est achevé en Tunisie, donc avec la réélection de Madame Louise Mushikiwabo par le chef d'État présent, donc, qui reprend donc pour 4 ans la tête du secrétariat général de l'organisation de la francophonie. Sur place, donc en Tunisie, notre consoeur Amandine Doukoumassabo s'est entretenue avec la porte-parole de Madame la secrétaire générale, Madame Oria, suivant cet entretien. Merci de suivre la télévision rwandaise. Nous sommes à Djerba en Tunisie et nous sommes au sommet, au 18e sommet de la francophonie. Et au micro de la télévision rwandaise, nous allons parler à la porte-parole de la secrétaire générale de la francophonie, Madame Oria van de Weyck. Bonsoir et félicitations pour la réélection de Madame Louise Mushikiwabo. Pourriez-vous nous décrire en bref le premier mandat? Alors c'est vrai que ce mandat a été très compliqué. C'est-à-dire qu'à peine arrivé, vous savez, quand on arrive dans une nouvelle organisation qu'on doit diriger, il y a aussi un temps nécessaire pour s'approprier les dossiers, pour les comprendre, pour pouvoir proposer des stratégies d'action. Et c'est vrai que la pandémie à Covid-19 a commencé début 2020, à peine un an après la prise de fonction de la secrétaire générale. C'est vrai que ça a impacté un petit peu l'action notamment et en particulier l'action sur le terrain. Mais le temps des 2 ans de la pandémie ont quand même permis de relever beaucoup de défis, en particulier sur le domaine de la transformation de l'organisation. Comme vous le savez, quand elle a été élue à Erevan en 2018, la secrétaire générale a reçu un mandat très clair des chefs d'État et de gouvernement qui l'ont élue, qui lui ont demandé de réformer profondément cette organisation, de revoir ses modes de fonctionnement, de voir ses procédures et surtout ses stratégies et ses priorités pour permettre d'avoir une organisation beaucoup plus impactante, avec des résultats très concrets pour les populations de l'espace francophone. Donc les 2 ans de la pandémie ont vraiment permis de faire ce travail de fond et je pense qu'aujourd'hui on peut dire que ces 4 ans ont constitué un réel bond en avant dans l'histoire de l'organisation, car on a transformé énormément de choses, que ce soit au niveau de la programmation, où on a réduit le nombre de programmes pour les focaliser sur les priorités. On est passé de 45 programmes à 15 qu'on appelle projets phares de l'organisation. Sur le plan des budgets, sur le plan de la gestion des ressources humaines également, tout a été repensé pour avoir une organisation beaucoup plus impactante et agile dans le monde d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui était prévu avec le 18e sommet en termes de relever les défis auxquels l'espace francophone fait actuellement face? Alors, le sommet de Djerba a été très particulier dans le sens où c'était la première fois qu'on a proposé aux chefs d'État et de gouvernement des États membres de la francophonie de travailler sous un format totalement différent, totalement innovant. Vous savez, dans le passé, donc l'organisation a célébré ses 50 ans, donc là c'était le 18e sommet qui s'est clôturé aujourd'hui. Et depuis le début de l'histoire de cette organisation, c'est vrai que les sommets étaient très protocolaire, bien sûr très important au niveau des prises de décision. Mais le format qui a été proposé dans ce sommet a permis d'avoir de réels échanges très concrets sur des thématiques ciblées, identifiées comme étant prioritaires pour l'organisation. Donc vous avez pu observer au niveau des médias les chefs d'État vraiment travailler, se réunir autour de tables rondes et formuler des recommandations très concrètes. Alors pour le numérique, comme c'était le thème du sommet, mais ce qui était attendu, c'était que justement les dirigeants des États membres de la francophonie puissent donner à l'organisation des recommandations très concrètes sur comment on peut utiliser encore davantage cet outil du numérique pour favoriser l'accès à l'emploi des jeunes, l'éducation. Vous savez, il y a encore des disparités dans l'espace francophone en termes d'accès à l'Internet. Ce sont toutes ces questions-là qui ont été débattues autour de la table ronde du numérique. Parlons de la réélection de Madame Louise Mushikiwabo. Qu'est-ce que ça représente pour la secrétaire générale elle-même tout d'abord et ensuite pour le monde francophone?
Alors, si je peux parler en son nom, je pense que ça représente une grande fierté. Car les États lui ont témoigné une confiance renouvelée et surtout ça lui offre également l'opportunité d'aller encore plus loin dans le travail qu'elle a commencé depuis 4 ans. Vous savez, quand on parle de transformer une organisation, de la rendre plus impactante, influente sur la scène internationale, ça ne peut pas se faire en 4 ans. Donc ces 4 années supplémentaires sont vraiment une opportunité pour elle de montrer au monde et au monde francophone en particulier encore plus toute l'étendue de sa vision et la vision qu'elle a et l'ambition qu'elle a pour cette organisation. Merci beaucoup. Merci, c'était Madame Horia van Dijk qui nous aidait à décrypter le 18e sommet de la francophonie qui se déroulait à Djerba en Tunisie. C'est donc avec ce rappel des titres que nous allons boucler complètement cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal, je vous souhaite de passer un excellent après-midi à notre compagnie.